Des pirates qui se font pirater, de l'espionnage dans l'usine Rafale, la fin des ESN et une Europe qui commence sérieusement à penser au divorce avec les GAFAM. Bonjour et bienvenue dans Backslash. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Backslash, votre podcast mensuel sur l'actualité tech et cyber. Moi, c'est Florian et je serai votre humble hôte durant tout cet épisode. Mais faire de la revue d'actualité tout seul, j'aime pas ça. Donc je serai assisté non pas d'un, mais de deux chroniqueurs. Et dans le coin gauche du ring virtuel, il porte un short noir estampillé d'un pingouin et d'un tatouage arche, pas ennemi. Bonsoir Johan. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, en tout cas on va essayer de pas tousser pendant le reste de l'épisode, mais je ne peux pas oublier le coin droit du ring. Il est certes prêt à casser les prix, mais il est toujours prêt à en découdre en réseau avec ses vieux gants CCNA. C'est Clément. Bonsoir Clément. Bonsoir. Ah, est-ce que tu vas bien ? Ça va très très bien. Merci pour ce petit clin d'œil à mon passé CCNA. Je sais que ça te fait toujours plaisir qu'on ressorte tes prouesses de réseau d'un temps jadis, certes. À l'époque où le frame relay était encore présent. Non. J'ai connu l'ATM, messieurs. J'étais là il y a 3000 ans. En tout cas, voilà, encore bonsoir à toutes et à tous. Et déjà, je voudrais commencer par vous remercier déjà de nous avoir écoutés pour ce premier épisode donc qui est paru le mois dernier et de tous vos retours qui ont pu être faits sur les différents réseaux. Merci à vous tous et vous toutes. Continuez de nous faire des retours, ça nous intéresse toujours. On est toujours preneurs justement pour améliorer ce podcast et puis qui vous ressemble au mieux évidemment. Je vous propose qu'on démarre tout de suite dans le vif du sujet avec la revue d'actualité. Apparemment, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui aime porter des Ray-Ban, Johan, et tu vas nous en parler. Oui, alors après, c'est pas toujours aussi classe et aussi impressionnant. Non, là, en fait, on va parler d'un article qui est paru le 11 février, évoquant en fait un possible espionnage au sein de l'usine Dassault par un intérimaire de 19 ans qui a été arrêté, forcément. Donc, on parle de l'usine Dassault de Cergy, qui du coup fait partie de ces usines qui travaillent sur le Rafale, et en fait on est sur quelqu'un qui s'est fait attraper avec en fait des Ray-Ban de Meta sur les oreilles, donc c'est ces fameuses petites lunettes connectées qui du coup permettent de filmer, prendre des photos. Vous imaginez bien que au sein de Dassault, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus recommandé. Bizarrement. Donc, bien sûr, il a été arrêté, perquisition, forcément petit interrogatoire. En plus, sur son téléphone, on a retrouvé des photos justement de câblage, mais apparemment il s'agirait donc d'une fausse alerte. On est plutôt sur quelqu'un qui a été négligent plutôt que sur quelqu'un qui a été malveillant. Mais voilà, c'était un petit peu le point important à retenir, c'est que on voit que les menaces évoluent. Donc là on parle d'objets connectés, mais on en a tout un tas d'exemples. Ça me rappelle une autre histoire que j'avais vue avec notamment des soupçons, alors plus ou moins avérés, mais de mariage beaucoup plus important entre des militaires de l'île Longue et des étudiants d'origine chinoise, qui étaient plus élevés dans cette région que dans le reste de la France. Donc voilà, on voit que l'espionnage, c'est tout azimut. Et donc voilà, va falloir faire attention, et les lunettes connectées viennent de s'ajouter à la liste des éléments à surveiller. Formidable. Pour positif sur les méta, elles sont quand même facilement identifiables. Pour le moment. Les Ray-Ban, c'est cool, for sure. Mais les pirates qui se font pirater, c'est encore mieux. Ouais, et on va commencer avec un chiffre. 19 000. 19 000 noms, 19 000 adresses. On est peut-être dans le plus beau cas d'arroseur arrosé de l'année 2026, alors on n'est que en février, mais je vais vous parler de WormGPT. Donc ça date depuis 2023, c'est un modèle de langage qui s'est imposé comme un peu l'alternative Black Hat à ChatGPT. Ça a été entraîné spécifiquement sur des jeux de données malveillants, sans aucun garde-fou éthique ou autre, et c'était devenu le bras armé de dizaines de milliers de malfrats qui l'utilisaient pour générer des ransomware, peaufiner des
des emails de phishing indétectables, hein. Mais le 10 février 2026, le prédateur est devenu la proie. Sur un serveur bien connu, Breach Forums, un attaquant répondant au pseudo de Site a publié des données de la plateforme. Alors les échantillons ont été analysés par des chercheurs et ça confirme l'ampleur du désastre. Email identifiant, type d'abonnement, bon, pour l'anecdote, hein, ça va quand même jusqu'à $220, et surtout des traces de paiement en crypto-monnaie. On n'a pas plus d'infos sur comment le vol de données a été réalisé, hein. Alors il y a des experts de chez Trend Micro qui privilégient l'hypothèse, hein, d'une sécurité applicative un peu artisanale. Donc ça se trouve, la porte n'a même pas été forcée. En tout cas, pour le moment, on n'a pas trop d'infos là-dessus. En tout cas, pour ces 19 000 apprentis hackers, le retour de bâton est plutôt violent parce que mine de rien, ils risquent désormais le doxing, le chantage et aussi des poursuites judiciaires facilitées par cette traçabilité assez imprévue, hein. C'est un peu l'ultime paradoxe. En cherchant un outil qu'on veut utiliser pour briser la sécurité des autres, on a accordé sa confiance à un service qui ne savait pas protéger la sienne. Alors ne comptez pas sur moi pour verser une larme, hein. Voir des cybercriminels se plaindre d'avoir été piratés, c'est un peu comme un pyromane qui appelle les pompiers parce qu'il s'est brûlé les doigts, c'est les risques du métier. C'est ça, j'ai envie de dire, on s'en fout d'eux. Oui, moi j'ai vu la news, j'ai fait bien fait. J'allais dire, voilà, profitons quand c'est de ce côté-là, parce que je crois que Flo, il a une nouvelle qui est pas aussi cool. Ouais, une transition toute trouvée, Johan, et tellement smooth. Justement, bah oui, hein, parce que c'est clair que ça fait toujours plaisir de voir des arroseurs arrosés côté méchant, mais malheureusement, il y a encore des boîtes, hein, qui se font avoir, et ça quotidiennement, et des fois des grosses, et très grosses même, genre Dell, qui s'est fait avoir, et qui a mis plusieurs mois avant de s'en rendre compte, potentiellement donc 1 an et demi, avant de se rendre compte d'un piratage qui a été mené par un groupe d'attaques avancées, potentiellement soutenu par l'État chinois. En gros, comment ça s'est passé? Eh bien, suite à un article rédigé notamment par Mandiant et le Google Threat Intelligence Group, qui est d'ailleurs hyper passionnant à lire avec des IOC, etc. Si vous êtes en réponse incident et en SOC, foncez, c'est du caviar. Ils ont pu notamment découvrir qu'il y avait une exploitation de failles de sécurité 0-day de l'outil professionnel Dell Recovery Point for Virtual Machines, voilà, qui est un outil de sauvegarde et de restauration conçu pour les environnements virtuels de Dell. Qu'est-ce qu'on retire de ce rapport? Eh bien que finalement on était potentiellement sur une attaque qui date depuis 2024 en exploitation dans la nature. Ça concerne donc une 0-day qui a été identifiée avec un score de 10 en CVSS, ce qui n'est pas dégueu. Ça, voilà. Et notamment parce que on avait un petit mot de passe en dur dans le code source, ce qui facilite grandement les choses. Pour la suite, évidemment, ça permet de se connecter notamment en admin depuis l'interface web du produit et qui a pu permettre justement de faire de l'uploading de fichiers malveillants, etc. Et aussi en passant, là j'ai plus le détail technique exact, mais en tout cas en passant, en faisant même des endpoints virtuels en réseau, pour maintenir les connexions des backdoors. Et tout ça, ça a pu être exploité donc depuis mi-2024 par le groupe UNC 6201, bien qu'il y a une potentielle corrélation avec un autre groupe d'attaque. Il y a des similitudes entre les deux groupes qui pourraient laisser penser que potentiellement c'est un seul et même groupe, même si Mandiant et Google Threat Intelligence Group ne vont pas s'avancer jusque-là. Mais voilà, en tout cas, toujours est-il que ça nous fait toujours une piqûre de rappel que même les gros mastodontes de l'IT comme Dell peuvent se faire avoir pendant 1 an et demi sans que ça se voit. Ça fait mal. Bravo. Voilà. Et du coup, il y en a après, on pourrait se dire, mais pourquoi s'embêter à planifier des attaques pendant des mois avec des techniques avancées quand on peut simplement se baser sur des données publicitaires pour suivre les faits et gestes de potentiellement n'importe qui, Johan? C'est ça. Alors moi, je vais vous parler d'un et plusieurs articles, à vrai dire, sortis sur Le Monde. C'est des articles de Martin Untersinger. Alors je ne sais pas si ça se dit Untersinger ou Intersinger, mais voilà, je vais dire Martin Untersinger. Si les Suisses, c'est Intersinger. Non, mais c'est pour ça. Je vais pas être clivant là-dessus. On va miser sur Untersinger. L'article parle, oui, en effet, de surveillance au travers des données publicitaires. C'est super intéressant. Bon, on est au courant qu'il y a tout un tas d'applications, de trackers qui permettent de récupérer
ces données pour justement essayer de cibler derrière sur des publicités bien particulières, etc. Ça, c'est connu. Sauf qu'en fait, ce qui a été évoqué dans l'article du Monde, c'est qu'il y a une quinzaine de sociétés qui vendent ces données, mais plutôt à des fins de surveillance et d'espionnage. Donc voilà, ils ont détourné finalement l'usage publicitaire pour en faire autre chose. Et par exemple, on a notamment une société italienne qui s'appelle Ubigo, qui se vante de pouvoir géolocaliser une personne quasi en temps réel et surtout avec un historique pouvant aller jusqu'à 10 ans. Donc en fait, ils sont capables de traquer quelqu'un vraiment de manière très précise. Le but n'étant pas d'expliquer tout l'article parce que je vous conseille d'aller le lire, mais là où c'est intéressant, c'est que le Monde s'est servi en fait finalement de ces données là pour géolocaliser des militaires, par exemple, qui étaient au service du président, de la garde nationale, par exemple, ou des militaires de l'île Longue, dont je parlais tout à l'heure, ou des employés de la DGSI, ou des employés du GIGN, et du coup de pouvoir voir où est-ce qu'ils habitaient, par exemple, où est-ce que leurs enfants étaient à l'école, ou des choses comme ça. Voilà, l'article, il est passionnant, donc je vous recommande vraiment d'aller le lire. Et pour les plus flemmards, il y a aussi une vidéo d'Underscore sur le sujet. Toujours bien de faire un petit peu de pub pour des petits podcasts comme Underscore qui veulent ils en ont bien besoin. Oui. Vous avez déjà entendu parler des problèmes qui sont liés à l'IA. Ça tombe bien, mais c'est ce dont tu vas nous parler, Clément. Et je me rends compte que mes 2 chroniques sont liées à l'IA, alors qu'on avait dit qu'on essaierait de pas tout le temps parler d'IA. C'est un échec. Et je viens de me rendre compte en live et je tiens à m'excuser. On nous avait promis que l'IA mettrait les développeurs au chômage. En réalité, au début de l'année 2026, c'est plus l'intelligence artificielle qui ne remplace pas le travail humain, mais qui rend son travail impossible. Tout simplement. En ce moment, le logiciel libre traverse une crise de pollution sans précédent, majoritairement à cause du vibe coding, puisque maintenant on a des agents IA comme OpenClaw, mais il n'y a pas que OpenClaw, qui produisent tout simplement des tonnes et des tonnes de code et qui n'hésitent même plus à faire des pull requests sur des projets notamment open source. GitHub reste le plus gros hub de open source dans le monde. On a plein de projets qui sont littéralement noyés sous plein de propositions. Le problème, c'est la qualité du code. Sur l'open source dans le monde de GitHub, là, il y a eu des tensions même sur le projet. Alors Matplotlib, j'espère que ça se prononce comme ça. C'est bien ça. Donc il y a un agent autonome, je crois que c'était du OpenClaw, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, que ce soit OpenClaw ou pas, c'est pas trop le sujet. Il y a un agent autonome qui a poussé une request pour une optimisation de la performance. Il a été recalé par les modérateurs du projet et la machine a crié au gatekeeping, alors par la voix de son créateur, bien sûr. Et c'est là un peu que le débat se crispe là-dessus. Le gatekeeping, on peut se poser la question, est-ce que c'est un refus de l'innovation ou une préservation vitale de l'intégrité du code. D'un côté, on a les gens techno-first qui veulent un peu accélérer, briser les barrières, aller plus vite, etc. avec l'IA. Et de l'autre, on a des mainteneurs de projets comme Gentoo qui se retrouvent à migrer sur des plateformes alternatives pour protéger des décennies de travail contre cette dérive ou tout simplement pour éviter que les modérateurs qui sont dans 99% du cas des bénévoles, partent en burn-out. Et donc le plus drôle dans cette histoire, vous aurez peut-être noté l'humour noir, mais c'est que pour éviter l'exode, GitHub a commencé à répondre à ça en disant on va mettre des choses en place, et ils ont notamment proposé de mettre en place un AI modérateur. Voilà. Le paradoxe de 2026, c'est qu'on utilise une IA pour filtrer de l'IA. Alors, c'est pas si choquant que ça, à mon sens, comme pour chaque grosse révolution technologique, parce qu'on peut pas dire que l'IA n'est pas une petite révolution technologique, on est un peu dans la phase brutale de l'ajustement. Voilà. Donc l'enjeu des prochains temps, ça va pas être de savoir si l'IA sait coder, c'est de comment est-ce qu'on construit des digues pour que cette automatisation devienne pas synonyme d'asphyxie complète, quoi. Il faut apprendre encore à utiliser ça et on va devoir évoluer et faire évoluer nos usages pour prendre en compte. Et pour moi, c'est des habitudes à prendre, pour le coup. Enfin, après, tout n'est pas encore fait, mais par exemple, sur GitHub, on peut déjà dire quand un projet est fait par IA. Ça, je trouve que c'est important de pouvoir mettre le petit blason. Et en effet, avoir des règles pour dire est-ce que tu autorises des commits en IA ou pas.
En fait, moi, ce qui m'a fait un peu réagir là-dessus, c'est que je regardais une vidéo sur YouTube d'un mec qui parlait un peu d'OpenClaw. Et en fait, il prenait un cas concret où à un moment donné, il a pris une photo d'un petit écran à encre qu'il avait chez lui. Et du coup, il a demandé à OpenClaw, est-ce que tu saurais communiquer avec moi par ce canal-là? Et du coup, il l'a laissé bosser toute la nuit. Et en fait, OpenClaw, pendant la nuit, il a cherché, etc. Et au début, il pouvait pas. Et il a trouvé en fait du code sur GitHub, mais il lui manquait une certaine couche d'abstraction, donc il a développé de lui-même tout un truc. C'était fonctionnel, hein. C'est vrai qu'on n'a pas dit, mais le vibe coding, c'est pas forcément que ça ne marche pas, c'est peut-être la qualité du code derrière en termes de sécu, de perf, etc., et de maintien sur le long temps qui pose problème. Mais du coup, en fait, le gars dans la vidéo disait, en fait, il a même carrément push cette nouvelle feature, en tout cas ce nouveau support sur le projet. Et c'est là que je me suis dit, à la fois c'est génial parce qu'en fait, de lui-même, il a amélioré le projet en ajoutant en fait une compatibilité qui n'existait pas. Mais c'est vrai que d'un autre côté, quand on a des gens qui sont trop dans l'abus d'essayer de pousser du code qui n'est pas forcément qualitatif, on peut comprendre aussi les gens qui sont en mode ah oui, mais non, parce qu'en fait là vous allez nous créer une dette technologique énorme et en plus potentiellement des fois ça marche même pas. En tout cas, tu me tends une paire justement pour cette 6e et dernière news, hein. Vraiment, on me facilite le travail ce soir. Dis-leur que c'était prévu. Voilà, c'était prévu, tout à fait, tout est écrit. Là, je lis une ligne qui dit que Clément est génial. Du coup, non, pour cette dernière actu, justement, on a dit, la dernière fois qu'on a essayé de pas trop parler d'IA, malheureusement, j'ai changé un peu la dernière minute parce que là, on est vraiment sur l'actu chaude en l'occurrence, mais les retombées sont tellement importantes, on va dire, sur le plan économique dans le monde réel, pour le coup, suite à 2 annonces presque coup sur coup de Anthropic, avec l'annonce de Cloud Code Security et de Cloud Code COBOL, 2 projets qui ont été lancés ces derniers jours. Donc là, on enregistre le 24 février. Ça a été annoncé, je crois, hier pour COBOL ou aujourd'hui même. Toujours est-il que Cloud Code Security, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on est sur un assistant pour, on va dire, du code reviewing. Vraiment, voilà, de la revue de code et de l'implémentation de sécurité, justement pour détecter des potentielles failles de sécurité dans du code. S'en est suivi d'une bref un peu brutale de certaines actions, notamment des plus grands acteurs du secteur de la cybersécurité, des éditeurs d'antivirus et même des fournisseurs typiquement de SOC managés, pour pas les citer, et dont certains comme CrowdStrike ont pris assez cher ce jour-là, notamment avec des petites baisses de 7% sur une journée des cours de CrowdStrike, parce que tout le monde s'est dit il y a l'arrivée d'un assistant d'audit et de correction de vulnérabilité piloté par l'IA, et donc ça annonce la fin finalement d'un pan de l'industrie entière potentiellement, surtout quand on voit les performances de Claude au quotidien. C'est vrai que des fois on peut se poser la question, notamment dans le grand public. Mais sachant que c'est pas évidemment, ce n'est pas on va dire l'objectif premier de l'outil, de remplacer vraiment totalement des pans, sachant que l'humain est encore une part immense dans l'aspect justement, ne serait-ce que dans la prise de contexte d'un outil, de regarder dans quel il s'exécute, comment, par qui, par quoi exactement. Bref, tout ça évidemment, ce sont des choses qui sont encore totalement menées par l'humain. Claude, aussi performant soit-il, ne sait pas forcément traiter. Notamment, Johan a pu aussi tester un petit peu de son côté Oui. voilà, les petites fonctionnalités de Cloud Code. Voilà, on est d'accord pour dire que ça marche très bien pour plein de choses, mais pour le côté cyber, on n'y est pas encore. Ça arrive vite quand même. Mais ça arrive vite, on est d'accord. Mais en tout cas, voilà, le marché, les marchés ont vraiment ont réagi très fortement à cette annonce. Et puis dans la foulée, donc hier, nous avons eu un petit... non, c'était même ce matin, on a eu une petite annonce donc de Cloud Code COBOL. Et COBOL, pour les plus jeunes d'entre vous qui ont moins de 75 ans, c'est un langage qui commence à être vraiment hyper ancien, dans le sens où il a été développé dans les années, surtout pris dans les années 70 globalement. Une logique très particulière, on ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'est le COBOL, mais en tout cas, toujours est-il que les personnes qui savent maintenir et
et notamment rédiger, en tout cas continuer à coder en COBOL, sont tous en train de partir à la retraite, voire sont en train de décéder tout simplement, parce que ça a été inventé en 1959. Pour rappel, hein, quand même, ça reste quand même vachement ancien. En même temps que l'ATM. Mais en gros, le truc c'est que à maintenir, il y a tout un tas de systèmes critiques, notamment le bancaire, qui se sert énormément du COBOL encore à l'heure actuelle, parce que il y a des systèmes entiers qui reposent sur ce langage. L'approche est intéressante, d'ailleurs, un article de Numérama qui est intéressante là-dessus, justement, pour vous donner une idée de ce que ça implique en termes de logique. C'est-à-dire qu'on ne réécrit pas totalement le COBOL, on ne fait pas une migration vers un autre langage, non, on essaie simplement de comprendre les briques pour justement qu'elles soient adaptées au mieux à un certain contexte. Bref, ça va nécessiter des allers-retours. En tout cas, on passe de plusieurs années à quelques jours de travail pour faire ce genre de choses qui sont de base très chères en prestations. Toujours est-il que là aussi, un petit rebond, en tout cas pas pour IBM, qui s'est bien craché suite à cette annonce, parce que ils font partie des gros acteurs mondiaux qui savent maintenir encore du COBOL et qui ont encore des gens qui savent manipuler. Là, ils m'ont clairement pris mon plan de sortie de la cyber. C'est-à-dire que je m'étais dit, bon, si j'arrive à me faire voler le pentest, j'apprends le COBOL, personne viendra m'emmerder. Il te reste administrateur Lotus. Non, le dernier truc, c'était éleveur de chef dans le Larzac. Donc, je dois t'avouer que, sauf s'ils annoncent Anthropique Larzac, enfin Claude Larzac, là, ça... Ils seront définitivement dans ta tête. C'est ça. Pour réagir, mais en plus, c'est vrai que ça a aucun sens. Enfin, là, c'est là que tu vois que les marchés sont complètement hystériques en ce moment là-dessus. Ils jouent à se faire peur. Parce qu'en fait, Cloud Security, là, c'est de l'audit de code, de ce que moi j'ai vite fait compris. Oui. Et quand tu vois des géants comme CrowdStrike qui sont pas du tout, peut-être qu'ils ont un produit qui fait de l'audit de code, hein, je ne dis pas le contraire, mais leur business est beaucoup plus large que juste de l'audit de code. Il y a un truc que les gens oublient en fait, c'est que des softs comme ça aussi complexes, ça se remplace pas en 2 minutes. Peut-être qu'un gars un peu énervé avec un cloud et un abonnement Premium++, en quelques semaines, il peut te coder un Salesforce bis, ok. Comment est-ce que tu vas migrer tes outils dans ta boîte? Comment tu vas killer toutes tes intégrations et mettre toutes tes nouvelles intégrations en place? Faut avoir ça en tête, c'est que, ok, pour des projets en fait qui ont besoin de bootstrapper, qui partent de zéro, là c'est génial parce qu'en fait tu vas beaucoup plus vite et ça permet à beaucoup plus de gens potentiellement de se lancer. Maintenant, dans le monde réel, déjà, il faut pouvoir maintenir derrière. Parce que créer un truc, c'est bien. Maintenant, le maintenir après pendant des années et avoir un truc qui fonctionne et qui est rentable, c'est quand même toute une autre histoire, quoi. Totalement. C'est assez délirant, je trouve. Et ça fait des bonnes opportunités d'achat. Je dis, c'est les soldes. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Je continue pas me dire, j'ai acheté du IBM, Clément, et ça s'est encore plus craché. Ah non, mais c'est ça. Mais ça a perdu 13%. Suite à l'annonce. C'est du n'importe quoi. Ah non, mais c'est n'importe quoi. On a parlé de SaaSpocalypse quand même. Ça a été, c'est comme quoi. Non, c'est vrai que c'est hyper énervé. C'est tout pour cette revue d'actualité chaude et froide pour le mois de février 2026. Et là maintenant, pour notre focus du mois, on va se poser une question. Et si les États-Unis décidaient de tout couper vers l'Europe? Et est-ce qu'on serait en mesure, nous en Europe justement, d'avoir une certaine souveraineté numérique? C'est la question qu'on se pose maintenant dans le focus du mois. Avec cette simple question, mine de rien, surtout suite aux annonces et aux derniers mouvements géopolitiques que l'on a de l'administration Trump, ça commence sérieusement à se gratter la tête, de se poser la question. Déjà, il y avait déjà des initiatives un peu auparavant, mais là, tout va potentiellement s'accélérer. On va se poser la question du pourquoi aller vers de la souveraineté européenne. Alors maintenant, pour se répondre à cette question, Clément va nous détailler justement ce pourquoi. Exactement. Est-ce que vous connaissez les GAFAM? Google, Apple, Facebook? Non, promis. Non, on va pas perdre de temps là-dessus. Ils ont nos mails, nos photos de vacances, bien plus encore, c'est du réchauffé. Aujourd'hui, je vais pas parler en fait de serveurs ou de câbles sous-marins ou de trucs comme ça. On va partir d'un cas très concret et très parlant. On va parler de notre identité. Et peut-être le truc le plus souverain en termes d'individus, c'est notamment nos traits et notamment notre visage. Voilà. Si j'aborde ce sujet-là, c'est parce qu'en ce moment, en France, on commence à lorgner sur le modèle de nos voisins britanniques. C'est-à-dire qu'on rêve de lois capables de contrôler qui est qui sur Internet avec une obsession, le contrôle des réseaux sociaux.
Et forcément, qui dit contrôle d'identité, dit vieux démon. Alors, petit aparté, préparez le popcorn. Je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, on va avoir à l'Assemblée un nouveau débat qui va se relancer sur l'interdiction ou la régulation des VPN. Mais bon, ça, je mets une pièce et on verra dans les prochains épisodes si ça se réalise. Pendant que nos élus s'écharpent sur des textes de loi, en fait, la réalité derrière, elle n'attend pas. C'est-à-dire que les géants du web, ils ont déjà pris les devants, puisque certains pays ont déjà passé des lois de ce type-là, comme notamment l'Angleterre. Et donc, eux, leur logique est simple, hein, c'est répondre à leur manière aux réglementations. Donc, on doit contrôler votre âge? Ok, très bien. On n'a pas envie de stocker des cartes d'identité, c'est trop compliqué, trop dangereux, voilà, c'est trop casse-gueule. Alors on a trouvé une parade, on va scanner le visage des gens, et comme ça on va être capable de déterminer s'ils sont majeurs ou pas. Voilà. Donc, premier cas de figure, premier exemple concret, Discord. Début 2026, la plateforme a déployé un mode Teen by Default. Donc pour accéder à des contenus restreints, il faut montrer patte blanche, ou plutôt montrer son visage. Et pour faire ça, Discord a fait appel à un tiers de confiance, Persona. Alors c'est quoi Persona? C'est l'arbre qui cache la forêt. Persona, c'est une énième startup de la Silicon Valley, mais financée par le Founders Fund. Et qui est derrière le Founders Fund? Peter Thiel. Alors si ça vous dit rien, retenez bien ceci. Peter Thiel, c'est un peu le Don de la Silicon Valley, c'est un des membres historiques de la mafia PayPal avec Elon Musk. Il est surtout le cerveau derrière Palantir, et Palantir, c'est le logiciel de prédilection des agences de sécurité américaines. Le business de Palantir, c'est de briser les silos de données. Ils vont prendre des relevés bancaires, des dossiers médicaux, des réseaux sociaux, vos scans de plaques d'immatriculation, et ils vont tout fusionner pour prédire vos comportements. Palantir a été au cœur de scandales massifs, aide à la déportation de migrants avec l'ICE aux États-Unis, la police prédictive dénoncée par la Ligue des droits de l'homme. Thiel, lui, s'en cache pas. C'est un gros radical, il pense que la liberté et la démocratie ne sont plus compatibles. Et c'est à ce genre de profil qu'on va confier via Persona le scan facial de nos ados sur Discord. Alors, l'expérimentation a été un désastre. Discord a dû rompre le partenariat en catastrophe fin février, mais le mal est fait. La direction est déjà donnée. On nous explique qu'OpenAI, avec ChatGPT, fait la même chose. Si son algorithme interne doute de votre âge à cause de votre façon d'écrire ou de vos horaires de connexion, hop, passage obligatoire par la case Persona. Alors vous allez me dire, oui, mais Discord, ils ont changé, ils sont passés chez KID. Alors vous ne vous trompez pas, même si Discord tente aujourd'hui de calmer le jeu avec d'autres prestataires sur un vernis de conformité, parce que j'ai cru comprendre que KID, tout se passait en local, etc., sur le device qui faisait le contrôle. Derrière KID, ça appartient à un autre groupe d'investissement qui vient aussi de la Silicon Valley, et puis l'infrastructure est toujours en dehors du territoire européen. Alors, pourtant en France, sur l'identité, on a une solution souveraine qui s'appelle France Identité, justement. C'est solide, c'est certifié par l'ANSSI, il semble même possible de mettre en place ce qu'on appelle un double aveugle, c'est vraiment le Graal là-dessus, puisque le principe du double aveugle, c'est que le site sait que vous êtes majeur, mais il ne sait pas qui vous êtes, et l'État sait qui vous êtes, mais il ne sait pas sur quel site vous allez. Donc ça, ce serait vraiment potentiellement une très bonne solution, mais en réalité, c'est compliqué à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas obliger un géant américain ou un géant tout court à intégrer une API spécifique à chaque pays européen. Pour Discord, intégrer France Identité, puis son équivalent allemand, puis espagnol, puis italien, puis etc. etc. C'est un cauchemar technique. Ils ont préféré un guichet unique et global, Persona. Voilà. L'Europe, comme d'habitude, elle est là-dessus un peu aux abonnés absents, parce qu'elle est devenue le bureau de plainte juridique d'un monde qu'elle fabrique plus. On est les champions du monde pour pondre des règlements. On a le RGPD, l'IA Act, le DSA, etc. C'est des milliers de pages magnifiques qui permettent de théoriquement protéger tout le monde, etc. Mais on est incapable de déployer une seule solution technologique globale. Voilà. On crée des coffres-forts numériques souverains, des wallets certifiés, mais ils restent vides parce que personne ne les intègre là où se trouve la population. Voilà. Et c'est là que la géopolitique un peu nous rattrape. Nous sommes en 2026, et je rappelle qu'à Washington, il y a un gars qui s'appelle Donald Trump, et que lui, il ne négocie pas vraiment avec les règlements, il va plutôt négocier avec des leviers de force. Donc être soumis à la tech américaine, c'est un peu donner à un gouvernement étranger un droit de vie ou de mort numérique sur nos institutions. On l'a déjà vu, il y a eu un magistrat européen qui a perdu soudainement l'accès à sa boîte mail. Imaginez ce levier à l'échelle d'un pays.
pas besoin d'embargo sur le pétrole, hein. Quand vous pouvez couper la tech de tout un pays en un clic, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc la souveraineté, c'est pas non plus un concept de vieux monde, hein. La souveraineté numérique ne gagnera pas à l'Assemblée avec des débats sur les VPN, hein. Elle gagnera tout simplement le jour où on reprendra le contrôle du code. Voilà. Pour le moment, on regarde un miroir, mais de l'autre côté, c'est Peter Thiel qui nous regarde. Ouh, mais qu'est-ce que t'es méchant. Moi, tu vois, Alors là, c'est ta take, hein. Moi, je suis pas du tout d'accord avec. J'ai même, tu vois, l'impression que Flo, il va te dire l'inverse quand tu dis que l'Europe elle sait plus rien faire. Il y a en tout cas des choses qui existent en Europe. On sait justement, comme je le disais tout à l'heure, on s'est déjà creusé un petit peu les méninges il y a quelques années, notamment Trump 1, hein, qui a déjà fait poser quelques questions. Justement, on va se poser la question comment on fait maintenant pour mettre en place de la souveraineté. Alors ici, évidemment, le but n'est pas d'avoir une parole d'évangile et pour vous dire que tout va se passer exactement comme ça. Alors, il y a aussi évidemment des suggestions qui peuvent être prises, et notamment en se basant sur des exemples concrets qui ont déjà eu lieu. Parce que on sait faire des choses et on n'est pas qu'un vieux continent. Et puis ça, pour le coup, l'imaginaire américain a bien fonctionné de pointer du doigt l'Europe comme étant un pays de vieux qui sait pas se bouger vraiment et qui est juste là pour légiférer. Ça va plus loin que ça en fait. Notamment déjà, on a un premier levier, tout simplement politique. Actuellement, en Europe, on a plein de startups et plein d'entreprises. C'est cool, mais la plupart du temps, elles grossissent pas, notamment sur le marché européen. Et ça, c'est un immense problème parce que, en gros, on a la majorité d'impôts et de cash de l'Europe qui partent vers les États-Unis, justement vers ces grosses boîtes qui sont toutes agglutinées autour du Parlement européen pour faire du lobbying à fond les ballons, décrocher du contrat, ça signe tous les jours, ça se renouvelle tout le temps. Il y a eu des petites prises de position dernièrement qui font que ça leur a fait un tout petit peu mal, mais on parle de peut-être 1 ou 2% peut-être de chiffre d'affaires actuellement si on parle de la France pour des mastodontes tels que Microsoft et consorts. Mais actuellement, eux ne se sont pas gênés en tout cas pour imposer un lobbying américain depuis des dizaines d'années. Et déjà, on peut se poser la question d'imposer simplement une préférence européenne dans les marchés publics. Actuellement, elle ne l'est pas. En tout cas, ça commence à venir. Et on va en parler notamment côté réglementaire, mais on pourrait imaginer justement des règles d'équivalence. Justement, si 80% de la solution européenne couvre les besoins, elle devrait être choisie par défaut, même si elle est moins jolie, même si elle est un peu moins fonctionnelle. Et puis notamment, quand on pousse des acteurs à l'échelle européenne, parce que on a aussi conscience qu'on est parfois un peu trop petit à l'échelle d'un pays individuel en Europe pour avoir des gros mastodontes sur l'échelle internationale. Et notamment, on va prendre le cas d'Airbus. Là, je vais citer directement l'exemple que j'ai pu voir notamment dans la super vidéo de Nowtech sur cette question-là. Et si Trump coupe l'accès à l'Europe au numérique, eh bien, l'exemple d'Airbus est flagrant dans le sens où, mine de rien, pendant des dizaines d'années, Boeing était le fleuron mondial de l'aviation. Et puis, l'Europe s'est retroussé les manches et on a commencé à bosser tous ensemble, à dispatcher nos savoir-faire entre différents pays pour ne pas justement centraliser les pôles d'expertise. Et puis, mine de rien, maintenant, Airbus, on est devant Boeing. Donc, c'est plutôt une belle prouesse, justement, au niveau mondial. Et Boeing nous a un peu aidés. C'est là pour le coup. Ils nous ont un peu aidés dernièrement, ils n'ont pas eu de bol aussi, on est d'accord. Il y a un peu de ça, mais en tout cas, la tendance ne fait que se confirmer actuellement pour Airbus. Et c'est ce genre de choses, en tout cas, qui peut être mis en place encore à l'échelle européenne. On n'a pas besoin de prendre que des boîtes françaises ou allemandes ou espagnoles pour justement espérer d'avoir un nouvel Apple, un nouveau Google qui arrive sur le terrain comme ça et qui domine tout. Et pour ça, justement, je parlais de l'arsenal réglementaire. On a plein de choses, nous, déjà, parce qu'on ne fait pas que légiférer, même si on a mis pas mal de bâtons dans les roues sur la législation mondiale avec nos réglementations. Je ne vais pas revenir forcément, en tout cas, parce que déjà, Clément, on a cité quelques-uns, mais le RGPD, le DSA, donc le Digital Services Act, le DMA, le Digital Markets Act, l'AI Act qui est arrivé très récemment, qui est la première réglementation IA justement au monde, qui a été mis en place par l'Europe, mais aussi dernièrement, on a le Secnum Cloud, qui est un label qui justement fait la différence entre souveraineté réelle et ce qu'on appelle le sovereign washing.
Et qu'est-ce que le sovereign washing justement? C'est les techniques qui sont utilisées notamment par les Américains et dernièrement par Amazon avec AWS qui veut installer un data center en Europe pour dire mais regardez, nous aussi on est européens tout comme vous et vous allez pouvoir héberger vos datas sur AWS comme avant, mais cette fois c'est en Europe. Oui, sympathique, mais ça reste un Américain avec des actionnaires américains derrière en majorité. Du coup, bref, on reste quand même sur un data center américain qui est juste implémenté en Europe. Donc ça va pas changer grand-chose. On a aussi l'offre bleue, ici par exemple, qui a été l'entreprise qui a été propulsée créée par Capgemini et Orange. Qui, elle, pour le coup, repose sur la technologie Microsoft. Alors certes, ils visaient une qualification au Secnum Cloud en 2025. Ils sont toujours en cours de qualification. Et en tout cas, il n'y a pas eu de nouvelles à ce niveau-là. J'ai vérifié aujourd'hui justement pour voir s'ils étaient certifiés. Mais non, peut-être. Alors je ne sais pas s'ils y arriveront. J'espère pour eux peut-être que Microsoft mettra de l'eau dans son vin suffisamment pour que l'ANSI Adobe va dire une offre cloud avec de Microsoft avec cette offre bleue de Capg et d'Orange. Et en tout cas, pour le moment, ça n'existe pas. Mais après, en cloud souverain, on a déjà des choses qui existent, notamment en France. On a évidemment OVH, pour ne pas le citer, qui a 43 data centers, qui a fait 1 milliard de chiffre d'affaires en 2024 et qui est souvent moins cher qu'AWS pour pas mal de cas d'usage. J'ai encore vérifié, justement, et là-dessus, effectivement, ça reste globalement moins cher. Des fois, on parle de 60% de moins en termes de prix par rapport à un AWS. Alors, certes, on n'aura pas tout le dispositif d'un AWS qui est ô combien confortable, mais ça peut tomber. On a eu encore l'exemple en octobre dernier, quand on a un pan directement de la côte est américaine qui tombe, on a tout un tas de pans d'Internet qui ne marchent pas. On a aussi Scaleway en France qui justement... dans cette même logique qu'OVH, on a Etzner en Allemagne, on a Infomaniac en Suisse. Alors là, on est encore hors de la juridiction européenne, mais on a quand même sur quelque chose qui est en dehors de l'écosystème américain. C'est toujours intéressant à prendre. Et on a un autre atout dans notre manche, côté européen, c'est les semi-conducteurs. Et là-dessus, mine de rien, ils vont peut-être pas justement, enfin ils essaient de pas, on nous titille un petit peu, mais on peut pas trop nous la faire parce que notamment, il y a les fondeurs qui font les microprocesseurs, les cartes graphiques, etc. Et on a ceux qui fabriquent les machines qui fabriquent les microprocesseurs. Et c'est ASML qui est aux Pays-Bas et qui est la seule entreprise au monde qui maîtrise la lithographie EUV, ultraviolet extrême, justement, qui permettent justement de ces gravages à 3 ou 2 nanomètres pour les plus petits et qui permettent justement à toutes les entreprises de puces, qui font de la fabrication de puces, TSMC, Samsung, Intel, tous dépendent de ces machines et on est les seuls à pouvoir les faire à travers le monde. On a aussi l'European Chips Act qui a catalysé déjà plus de 80 milliards d'investissements. C'est dire justement que l'engouement va justement là-dessus pour se dire non, on a une carte à jouer les cocos, il faut y aller à fond les ballons. Et dernièrement, on a la ligne pilote Nano IC qui a été inaugurée le 9 février dernier à Louvain en Belgique justement pour prototyper des nouveaux types de puces, notamment des sub 2 nanomètres. Voilà. Et en plus l'avantage, la Belgique, Pays-Bas, on est juste à côté, ça c'est bien. Donc bref, on pourrait potentiellement avoir une ligne de production directe de puces en moins de 2 nanomètres. Voilà, donc ça commence à faire déjà pas mal d'atouts dans la manche côté européen. Maintenant, il y a tout un tas d'actes derrière qui doivent suivre. Mais il y a aussi un autre pan que je n'ai pas mentionné, et évidemment a raison, parce que ça, je vais laisser Johan nous en parler, notamment ce qui est de la capacité d'ouverture de l'Europe sur d'autres technos. Oui, en fait, moi, ce que je voulais évoquer, c'était justement quelque chose d'un peu plus large, parce qu'aujourd'hui, on est plus dans la réaction, finalement, à ce qui se passe avec les différentes tromperies qu'on peut avoir depuis quelques temps. Mais en fait, quand on parle de souveraineté, finalement, on parle de résilience. Enfin, je trouve qu'on parle de résilience. C'est-à-dire qu'en fait, venir dire qu'on a une solution française,
Si c'est pour que cette solution française enferme l'entreprise ou la personne dans un écosystème et que derrière, elle ne puisse pas en sortir, finalement, on a exactement le même problème que ce qui se passe aujourd'hui avec les États-Unis. Du coup, c'est pour ça que je voulais évoquer finalement des solutions qu'on a, alors ça peut être réglementaire ou technique, mais qui pourraient permettre aussi d'aller un petit peu plus loin. Le premier point dont je voulais parler, c'était tout simplement les standards. Quand on parle de standards ouverts, libres, c'est tout bête, mais c'est des choses qui permettent d'avoir de l'interopérabilité, justement, entre plusieurs solutions. Parce que, comme je l'ai évoqué, quand on a une solution purement propriétaire, on se retrouve potentiellement bloqué. On a eu le cas il y a quelques années, enfin en novembre 2023, quand Broadcom rachète VMware, finalement on se retrouve avec tout un tas de clients qui voient leur facture d'un coup augmenter et puis qui n'ont aucune solution pour sortir de ça. Donc soit ils perdent en fonctionnalité, ils perdent en plein de choses, soit ils acceptent le prix, la hausse, qui pour le coup était pas substantielle, elle était plutôt très très grosse, quoi. Donc voilà, ça c'est le premier point, parce que la création de standards, ça permet d'avoir des alternatives efficaces qui émergent, qui n'enferment pas l'utilisateur, et puis alors ça c'est que mon avis, rendent la concurrence plus saine, parce que là en fait on est plus sur une vraie recherche finalement de l'efficacité, une vraie recherche du service, plutôt que d'être juste dans la tentative, essayer de piéger l'utilisateur dans un modèle toxique, juste pour dire je l'ai capté et maintenant il partira plus. Alors bien sûr, là c'est mon côté peut-être utopique, dans un monde capitaliste c'est compliqué à mettre en œuvre ce type de modèle, ça faut pas se le cacher. Mais aujourd'hui, on est aussi à un moment où l'IA elle arrive et elle a promis de remplacer tous les métiers d'ici 2030. Donc, est-ce que c'est finalement pas le moment de se dire on peut peut-être tenter des trucs et voir ce qui se passe. D'ailleurs, quitte à rester dans l'utopie, il y a aussi l'open source qui est un vecteur d'émancipation et de souveraineté qui est ultra important. Parce que l'open source, déjà, c'est un patrimoine technique qui est inestimable. On a des systèmes comme Linux qui sont entièrement open source et qui, je pense, aujourd'hui ont aidé énormément d'entreprises sans avoir à verser un sou à son créateur. Par exemple, dans le cas de la France, ce genre de solution, de l'open source, je dis pour la France, mais l'Europe en général, ça permet, si un jour vraiment on a un problème, d'avoir un système d'exploitation qui est acceptable, que ce soit pour des ordinateurs, des serveurs, des tablettes, des téléphones, parce qu'en fait, sans open source, aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on aurait un acteur qui permette d'avoir quelque chose d'efficace ou en tout cas acceptable pour le grand public. C'est-à-dire que si on se retrouve avec un système d'exploitation pour téléphone qui est incapable d'avoir les applis à la mode, qui est incapable, de faire des téléchargements faciles, des appels faciles, forcément ça passera jamais et on restera finalement bloqué avec des solutions américaines. L'autre point qui est important avec l'open source, parce qu'on parle souvent que l'open source n'innove pas, que c'est chiant à utiliser, que c'est un peu moche, c'est pas forcément vrai. On le voit par exemple aujourd'hui avec les outils autour de l'IA. En fait, il y a énormément d'outils qui sortent. On parlait d'OpenClaw le mois dernier. C'est quelque chose qui est totalement open source et que les gens utilisent. Mais il y a quelques années, on avait des solutions par exemple comme Docker, comme Kubernetes, qui ont aussi permis d'innover sur ces sujets-là en proposant des choses qui ne se voyaient pas ailleurs dans des solutions propriétaires. Alors là, je vends le truc de manière un peu utopique, mais il y a un mais. Tout miser sur l'open source, c'est pas à la portée de tout le monde. Ça reste quand même quelque chose de vrai. C'est des solutions qui sont souvent plus complexes à mettre en œuvre et qui proposent pas le même niveau de service que des solutions payantes et propriétaires. Et puis il y a aussi des choix parfois qu'on a fait et dans lesquels maintenant on se retrouve bloqué. Si on prend des solutions comme Active Directory ou M365, en fait aujourd'hui il n'y a pas d'alternative équivalente en termes de fonctionnalité, en termes de maturité qui permettrait de ne pas perdre finalement en termes d'efficacité et d'habitude. Alors, il y a des choses qui commencent à apparaître, notamment il y a la Dinum qui a sorti il y a quelques temps la suite, justement pour, par exemple, les profs, avoir un système de visio qui est en dehors de Teams, un système de documents qui est en dehors de Word. Mais voilà, aujourd'hui, c'est des petites alternatives, mais qui sont loin d'atteindre le niveau aujourd'hui des outils qu'on utilise. En tout cas, moi, par exemple, en Active Directory,
je ne saurais pas quoi conseiller à une entreprise. Mais voilà, ce qui est intéressant quand même, c'est que l'open source, même si c'est principalement réservé à des techniciens, il y a des modèles économiques qui se sont mis autour. Et ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant pour le futur. Alors, j'aurais pu parler de Red Hat, qui a ce modèle-là, mais vu que c'est des Américains, on va pas les citer, on va plutôt prendre des alternatives comme SUSE en Allemagne et Canonical en Angleterre. Donc Canonical, c'est ceux qui font Ubuntu, qui proposent finalement du service autour d'une solution open source. Et par exemple, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai découvert une solution française qui s'appelle Vates, qui propose une solution basée sur XCPNG, donc Xen, qui permet de se débarrasser de VMware, avec même des scripts de migration V2V, je crois que ça doit être VMware to Vates, ou des choses comme ça, j'ai plus l'acronyme précis, mais qui permet de migrer d'un VMware vers leur solution. Et ça peut être fait, la solution est totalement open source, les scripts sont fournis, mais après, ils vendent aussi le service de migration s'il y a besoin. Donc voilà, il y a un modèle économique qui est existant. Du coup, finalement, qu'est-ce qu'on attend? Parce que les solutions sont là, elles sont matures, elles sont innovantes. Et puis, l'Europe a totalement les moyens techniques et réglementaires pour sauter le pas et devenir autonome vis-à-vis des puissances. Et finalement, si je devais conclure là-dessus, c'est plutôt une question de courage et d'envie de changer les choses, plus qu'un réel problème de solution. Et c'est pour ça, tu vois, Clément, que je te disais, je suis pas totalement d'accord avec toi quand tu dis que l'Europe ne fabrique plus. Si, on fabrique encore énormément. Après, est-ce qu'on sait le monétiser? Non. C'est là que je suis pas d'accord. On ouvre le débat dans les commentaires et puis voilà. Merci en tout cas messieurs pour ce sujet ô combien d'actualité qui plane au-dessus de nos têtes à toutes et à tous en tant qu'Européens. Mais maintenant, Johan et Clément, c'est l'heure du duel. Du coup, on va finir comme la dernière fois par un petit peu de légèreté avec un enjeu autrement moins important que celui de la souveraineté européenne. Qui c'est qui va animer le prochain épisode et organiser le jeu qui va avec? Clément. Parce qu'attends, maintenant c'est devenu le perdant anime aussi l'épisode? Non, ça c'est pas encore fixé. Ah oui, ok, mais... d'accord. Non, mais voilà, c'était histoire de donner vraiment des enjeux encore plus gros. Bienvenue dans Hot Tech or Fake. Oh. un concept tout beau, tout nouveau, où justement vous allez vous affronter avec 15 citations sur la tech et la cyber. Mais sont-elles vraies ou sont-elles inventées? À vous de deviner, justement, dans ce monde de plein de deepfakes, de vidéos générées, de musique générée, d'images générées, de tout un tas de trucs générés. Et peut-être des citations générées, on ne sait pas, en tout cas. Mais là, c'est pas simplement un jeu bête où on va simplement dire ça c'est vrai, ça c'est faux et j'ai un point. Non, il faut qu'on se soit un petit peu plus de compète là-dedans, un peu plus d'enjeux et de stratégie. Le principe, évidemment, vous l'aurez deviné, c'est simplement de dire si la citation qui va être affichée à l'écran est vraie ou fausse. Mais dessus, vous pourrez mettre un certain degré de confiance. Soit vous êtes sûr de vous, et dans ce cas-là, si vous avez une bonne réponse, vous avez 3 points directement. Mais par contre, vous avez moins 1 point si c'est faux. Ou alors, vous le tentez normal, c'est tout simplement le vrai ou faux, mais sans forcément mettre plus de confiance que ça. Et là, vous avez 1 point si c'est correct, mais vous ne perdez pas de points si c'est faux. Mais par contre, vous avez aussi 2 autres atouts avec vous. C'est-à-dire que si vous avez, admettons, Clément qui dit vrai, mais Johan qui dit faux, eh bien, l'un de vous peut lancer un contre. Et là, le gagnant, s'il a la bonne réponse, eh bien, il gagne 2 points supplémentaires. Et le perdant, lui, par contre, il va donner 1 point de son pool à l'adversaire. Je te laisse gérer les calculs, parce que là, ça va être complexe. Je vais noter tout ça dans ma bonne caboche. Non, c'est okay. Bon, j'ai tout de mon côté, mais allez. Et je compte sur vous pour garder aussi votre compte de points, surtout avec un bon esprit sportif, évidemment. Et ensuite, Clément, ça devrait être simple. Normalement, il ne devrait pas avoir trop de points. Donc... Ça dépend des catégories. Je sais pas. Non, mais je préfère taunter dès le début. Voilà. Ça te rachète un coup dès le début, c'est parti. Et ensuite, vous avez aussi à votre disposition un seul joker que vous pouvez utiliser n'importe quand qui va doubler tous les points de la question en cours. Donc la confiance, avec notamment votre degré de confiance, et aussi le contre si vous utilisez un contre. Donc ça peut vous faire un gros pactole si jamais vous cumulez tout ça. Est-ce que c'est clair pour vous, messieurs? Oui, c'est très clair. Super. Eh bien, on peut le commencer. Contre, on peut l'utiliser à chaque question, par contre, on est d'accord? Oui, tout à fait. Ouais, ok. Tout à fait. Juste pour être sûr. Go, go, go. Allez, go. Première citation.
de Steve Ballmer, PDG alors de Microsoft en avril 2007, qui a dit « Il n'y a aucune chance que l'iPhone obtienne une part de marché significative, aucune chance. C'est un produit subventionné à 500 $. Je dis vrai. On a un vrai. Ouais, je pense parce que Ballmer, c'était un personnage. C'était un personnage, mais pour moi, il était beaucoup plus fou, tu vois, dans sa tête. Après, c'était au tout début qu'il faisait des dingueries, genre ce développeur, en pleine conférence Microsoft. Donc, là, il m'a l'air vachement calme. Mais Alors vrai ou faux, Clément? ouais, je veux dire vrai, mais je tente, quoi. Je suis pas à un degré de certitude très élevé. Ok. Toi aussi, Johan, tu tentes ou tu es Non, moi je hyper suis confiant? sûr. T'es sûr? Ok, très bien. Alors, eh ben, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, donc ça a été cité notamment dans une interview de USA Today où il a admis s'être trompé après en 2016. Et pour info, Apple 9 ans vend plus aujourd'hui tard. plus de 200 millions d'iPhone par an. Et Voilà. Microsoft, attends, ils en sont où le Windows les- Phone. C'est Windows bien, ça. Phone, ouais. Ça a bien marché avec Nokia. Ça a très bien fonctionné. RIP, petit Lumia. Parti trop tôt. Deuxième citation, Elon Musk. On va pas le présenter, mais en mars 2018 a dit « Notez bien mes mots, l'intelligence artificielle est bien plus dangereuse que l'arme nucléaire. Plus dire ça. » Toi, Johan, qu'en penses-tu? Et oui, il aurait pu le dire. Il aurait Je vais pu. dire vrai, mais avec un Ouais. niveau de confiance de 0. Ok. Et toi, Clément, vrai aussi? Il y a 3-0. Non, 3-1. Ah non, 3-1, oui, moi j'ai dit que j'étais pas sûr. Du coup, ouais, je vais rester calme encore. Calme, très bien. Alors? Eh ben c'est vrai. Ah, Tout à fait. Donc, pendant une conférence à Austin, au Texas, évidemment, son fief, où il a ensuite fondé sa propre entreprise d'IA, évidemment, et a développé le chatbot Grok. Mais bon, voilà, 2018, ça commence à faire 8 ans, mais bon, tout a bien changé depuis. Troisième citation, Mark Zuckerberg. En 2016, qui a dit « La réalité virtuelle sera le dernier écran dont l'humanité aura jamais besoin ». Alors, Vrai? je sais pas s'il l'a Ou vraiment faux? dit, mais je pense il l'a vraiment espéré, vu les milliards qu'il a injectés dans le métaverse. Je vais dire faux. Et ben, moi, je te contredis. Je dis que c'est vrai et je suis sûr que c'est vrai. Ah, Ouais, je me suis dit combo, tu vois. et t'es sûr que c'est vrai? D'accord, Oui. ok, Ouais, je suis sûr que très c'est bien. faux. Et c'est Putain. un faux. Et Donc, j'ai j'ai dit, perdu... j'ai dit que j'étais sûr que c'était faux. Donc, j'ai perdu 1 point et Clément vient d'en gagner 4, c'est ça? C'est bien ça, oui, tout à fait. Un petit point sur les scores là, juste parce que du coup. Donc t'es à 6, Clément, Et Johan. à 3. Ah, Oh, quatre, du oui, coup. oui. Ah oui, non, 3. Non, à 3, trois. 3. Oui, tu perds un point. Ouais. À 3, Alors, à 3. Johan, juste pour te le dire, moi je l'ai fait à la statistique. C'est la troisième question. Ça peut pas. Oui, être bah, c'est ce possible que je me soit suis dit la au début. troisième vraie. Mais le pire, c'est que je suis sûr qu'il avait sorti une connerie comme ça au moment de renommer Meta, enfin de Facebook en Meta. Mais Possible. Mais c'est tout le problème de ce genre de citations, c'est que des fois, elles sont tellement énormes, on se dit ah non, mais après, Pas on possible, entend il y a tellement pas de de ça, ça, j'ai au cru faire un quotidien. très bon plan, mais non. Allez, Ah, mais en c'était route. bien tenté, hein, bien tenté. J'ai essayé de Coupe les faire en sorte pyromanes. justement. Tu t'es brûlé les doigts. C'est ça. Quatrième citation, Jeff Bezos, qu'on ne présente plus, en 2014, qui a dit « D'ici 2020, les librairies physiques auront totalement disparu, c'est simplement inévitable ». Vrai ou faux? Rappelons qu'il a commencé par vendre des livres lui, sur Amazon, je crois. Faux. Oui et non, Amazon, c'est une librairie. C'était ça son premier. Non, mais le tout premier business d'Amazon, c'était ça, je crois. Oui, c'est Ah. une librairie. Moi, je dirais que c'est faux. Faux. D'accord. Que je pense qu'il a pas une. Enfin, 2014, il n'avait pas une haine des librairies. Mhm. J'aurais tendance à dire aussi que c'est faux. Ok. Parce que même si elles vont pas bien, je le vois pas sortir un truc comme ça. Et degré de confiance de base? Pas très certain non plus. Parce Ok. que ça Bon, reste bah, un Je vais arrêter de CEO, perdre des points, moi. puis ça reste un mec un peu mégalo qui a privatisé Venise pour sa lune de miel. Donc si tu veux, il Oui, est quand même oui. capable de sortir des phrases comme ça. C'est là justement, j'ai pas choisi au hasard mes petits interlocuteurs. Et ben c'est faux, effectivement. Yes. Voilà. Et sachant qu'en plus Amazon a ouvert ses propres librairies physiques, Amazon Books, dès 2015 à Seattle. Ça nous met à 7 points pour Clément et 4 pour Johan. Cinquième citation, Kevin Mitnick. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, un ancien hacker plus recherché du FBI qui a dit en 2003
il n'existe pas de patch contre la stupidité humaine. Vrai ou faux? Parce qu'il l'a dit, mais c'est très drôle. Du coup, j'ai envie de dire il l'a dit. Parce que j'aime bien l'idée. Je pense qu'il l'a dit aussi. Ok. Degré de confiance? Je ne mettrai pas non plus ma main à couper qu'il ait dit Ok. ça. Et moi, je pense que oui, il l'a dit. Enfin, T'es sûr? je suis sûr. Ouais. T'es sûr? Ok. Eh bah ouais, c'est vrai. Tout à fait. Et du coup, ça nous fait passer. Donc voilà, donc c'est une interview de Business Week qui est c'est une référence, Kevin Mitnick, en termes de social engineering. C'était une référence. C'était une référence effectivement qui nous a quittés maintenant il y a quelques années et notamment qui a utilisé cette formule dans ses livres et des conférences, notamment Ghost in the Wire pour J'allais ne pas le dire, citer. Ghost in the Wire est vraiment un très bon livre. Voilà. Et donc ça nous fait 8 à 7 actuellement. Voilà, l'écart se resserre. Mais toujours en faveur de Clément pour le moment d'un petit point. Question 6, citation numéro 6 de Sam Altman, pareil, un président d'OpenAI, qui a dit en 2019 « L'intelligence artificielle générale est un fantasme à au moins 50 ans. Quiconque prétend le contraire essaie de vous vendre quelque chose. » 2019, donc on est 3 ans, 4 ans avant ChatGPT. Et maintenant, on a des mecs qui sont en train de nous dire que la GI, ce sera dans 1 an. Voilà. Est-ce vrai ou faux? Moi, je pense que c'est faux. Ok. Ouais, c'est le 50 ans qui me fait tiquer aussi. Ouais, je dirais faux pour ça, moi. Faux. Très bien. Doré confiance de base pour tous les deux? Ou est-ce qu'il y en a qui est sûr? Non. Tu prends que des CEO mégalos aussi, là. Je vais tenter de dire que oui, je suis sûr, parce que c'est le seul truc. Bah, en fait, si je marque les mêmes points que Clément tout le temps, je vais jamais le rattraper. Ouais, bah, je suis sûr aussi. Ah, ok. De sûr. Très bien. T'as dit que t'étais pas sûr. Ah, bah, attends, je suis sûr. Allez, On est sûr que c'est faux. Hein. Je suis sûr que j'ai pas envie de perdre en tout cas. Et Merde. oui, c'est faux. Yes. Évidemment, c'est inventé totalement bullshit. 3 ans plus tard, voilà, il va lancer ChatGPT en novembre 2022 et qui tiendra le promoteur le plus médiatique, évidemment, de l'AGI au monde. Ça nous mène maintenant à que je prenne mes calculs, à 11 pour Clément et à 10 pour Johan. Bill Gates, pour la 7e citation, président de Microsoft émérite, en janvier 2004, qui a dit « D'ici 2 ans, le spam sera un problème résolu ». 2004. Ah, elle est dure celle-là. Ah, pas évident, ouais, mais ça va crescendo. Ouais, parce que 2004, c'est vieux quand même. Donc. Moi, je pense qu'il l'a dit, pour le coup. C'est un truc qu'il aurait pu dire, ouais. Ouais. Parce que 2004, on n'en était pas au même point, quoi. Ouais, je vais dire vrai, mais pas de certitude avancée. Ok. Vrai pour les deux, du coup? Oui. Ouais. Très bien. Et ben c'était vrai, effectivement. Bravo au J'avais fameux... dit que j'étais sûr ou pas? Non, t'avais pas dit que t'étais sûr. Merde. Parce que sinon, j'aurais dit que j'étais sûr aussi, c'est ma strat. Mais laisse-moi passer. Et Je vais donc, te laisser ouais, répondre maintenant tout le temps. c'est ça. Et Flo, quand il répond à un truc, tu le laisses pas changer après, hein, parce qu'il avait dit ça, qu'il il a était pas- pas sûr avant. Il a pas précisé, hein, ça, Flo, que c'était... Non, c'est vrai que je n'ai pas précisé. C'est vrai que j'ai On pas a le droit de précisé. changer en cours de route. Non, bah écoutez, si jamais il devrait y avoir un autre, justement, une autre itération de ce jeu, eh bien, j'essaierai de... la prochaine fois. Voilà, je verrai bien. Mais en tout cas, c'est vrai, ouais. Donc, il a dit ça au Forum économique mondial de Davos, donc en 2004. Qu'est-ce qu'ils donc, disent comme conneries à Davos? For sure. Et donc, et notamment, le spam a atteint des niveaux records en 2007 avec environ 10 800 milliards de mails indésirables envoyés pour cette année Ouais. 2007. Donc, effectivement. Attends, je suis sûr qu'on a plus de phishing que de spam, si on classifie pas le phishing dans le spam. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'à mon avis, maintenant, on commence à être plus noyé par ça. Ça nous mène maintenant, donc, toujours d'un point, Clément. 12 points contre 11 pour Yoann. On a fait la moitié des citations. Maintenant, citation numéro 8, Ginny Rometty, donc, qui était notamment PDG d'IBM en 2017. Dans 5 ans, toutes les décisions importantes en entreprise seront prises par une intelligence artificielle. Est-ce que c'est vrai ou faux? J'ai envie de dire que c'est faux. Ok. Ça fait... je refais les stats. Voilà. Non, vas-y, pour le jeu, je vais dire que c'est vrai, mais je suis pas... Ok. Vrai et faux. Très bien. Eh ben, c'est faux. Voilà, du coup, notamment... après, ça aurait pu être vrai, notamment parce que IBM poussait vachement Watson à l'époque. Mais Rometty, donc PDG, n'a jamais été aussi catégorique
Et Watson s'est d'ailleurs révélé être un échec commercial retentissant. Ils se sont retournés sur le COBOL. C'est ça. Et maintenant, égalité parfaite, 12-12. Oh, le drama. Tout est encore possible. Citation numéro 9 de Paul Krugman, économiste et futur prix Nobel d'économie en 2008, notamment parce que je dis futur car à l'époque de la citation, en juin 98, il a dit « La croissance d'Internet va drastiquement ralentir. La plupart des gens n'ont tout simplement rien à se dire. D'ici 2005, il deviendra évident que l'impact d'Internet sur l'économie n'aura pas été plus grand que celui du fax. » Grosse hot take. Oui, là on est sur une hot take de ouf. Ouais. Le problème, c'est que 98. En fait, ouais, la date, elle Oui. est bonne, quoi. C'est pas encore Internet fusé, quoi. Et oui, est-ce qu'un prix Nobel d'économie a pu dire ça en 98? Moi, je dirais faux. Ok, Je vais dire faux aussi. très bien. Moi, je suis sûr que c'est faux. T'es sûr que c'est faux, Clément? Moi, je suis sûr que c'est faux. Ok, très bien. Eh ben c'est vrai. Je quitte ce jeu. Et du coup, notamment voilà, dans un magazine, voilà, le magazine Red Herring, Why Most Economics Predictions Are Wrong. Voilà, notamment, voilà. Ouais. Mon point, tu sais, que dans la décision, ça a été de me dire, les économies sont souvent pas aussi tranchées parce qu'ils savent qu'il y a une grosse part d'incertitude sur plein de trucs. Donc, Voilà. prendre des positions aussi fortes sur un business récent. Et voilà. C'est exactement d'ailleurs ce que Krugman a dit plus tard en disant que le propos se voulait amusant et provocateur, mais pas une prévision sérieuse. Ouais, c'est ça. Oui, Je c'est suis toujours ce qu'on planté dit. et 10 ans plus tard, je n'assume toujours pas. Allez, maintenant on passe à la 10e citation de Eric Schmidt, PDG de Google à l'époque, en décembre 2009, a dit « Si vous faites quelque chose que vous ne voulez pas que les autres sachent, peut-être ne devriez-vous tout simplement pas le faire. » Est-ce que Eric Schmidt a Je pu pense dire que ça? c'est vrai, Ok. malheureusement. Déjà en 2009, Google qui était déjà gros, mine de rien, en 2009. Oui, je trouve que ça fait un peu de réchauffer du Don't Be Evil de Google qui est très connu. Je dirais faux pour ça. Faux et vrai pour Johan. C'est vrai. Sur une Ouais, interview de Faut pas prendre des CNBC, risques, hein. Non, mais t'inquiète. évidemment, ça a provoqué une énorme polémique. Le patron de la plus grande entreprise collecte de données au monde qui relativise ouvertement le droit à la vie privée sur les internets. Voilà, c'était... Donc ça nous met maintenant 13 points pour Johan et toujours 11 pour Clément. Effectivement, les taux commencent à s'écarter dangereusement. On n'est qu'à 2 points, mais tout peut encore basculer. Vous avez encore des jokers, ne l'oubliez pas. Ah oui, c'est vrai. Attends, c'est quoi déjà le Joker? C'est pour doubler tous tes points à Ah une oui, question. ok. Ouais. Oh, ça, ce sera sur la 15e, ça. Ça double aussi les -1 ou pas? Alors les -1, non. Ok, c'est que en cas de je bien, n'ai pas quoi. mis jusque-là. Peut-être que pour la deuxième itération de Hot Take or Fake. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, en 2023, qui a dit « L'Europe n'a pas besoin de créer son propre chat GPT, ce dont elle a besoin, c'est de réguler celui des autres. » Moi, je Petit dirais que- écho à ce qu'on moi, dit. moi, je vais dire que c'est faux et que c'est sûr que c'est faux. C'est tellement caricatural. C'est ce que j'allais dire, c'est que c'est une caricature de l'Europe. Donc j'ai envie Oui. de dire que c'est faux. Et Faux. du coup, Clément, t'as dit que t'étais sûr? Ouais, je suis sûr. Du coup, je suis sûr et j'utilise mon joker. Moi Très aussi. bien. Parce que Toi aussi Toi aussi, Clément, du coup? oh ouais, s'il y a bien un truc auquel j'ai confiance, c'est Thierry Breton. Ok. Ah, c'est faux. Ok, attends, on est à Oh, mais plus c'était- 6 là. C'était Ouais, sûr. plus 6 chacun. C'était sûr. C'était tellement caricatural là. J'aurais pour dû le dire coup. que j'étais pas d'accord avec le fait que t'es d'accord. Ouais, mais t'aurais perdu du coup. Et je sais. Et oui, du coup, Breton a au contraire défendu en parallèle la souveraineté technologique européenne et la régulation. Voilà, Oui, bon, ça, on se dit Ouais, on peut bien faire qu'il les a deux, défendu, quand même. là, oui. on peut faire les deux. D'abord, on effectivement. régule, après, peut-être qu'on créera quelque chose. Et donc, ça nous mène toujours à 17 points pour Clément et maintenant 19 pour Johan. Plus de Joker. Et Putain, plus on a de cramé- Joker. on en parle à la question d'avant, on dit qu'on garde ça pour la dernière, et là, on crame tout la question après. Maintenant, citation numéro 12 de notre cher John McAfee, notre regretté John McAfee, fondateur de l'antivirus du même nom, qui a dit en février 2016 « Je mangerai ma chaussure en direct à la télévision si mon équipe n'arrive pas à casser le chiffrement du téléphone de San Bernardino. » Le truc, c'est que c'est pas loin après sa mort, enfin, c'est pas loin avant sa disparition. Il était déjà assez perturbé à cette époque-là.
Il y a un moment où il n'a pas été perturbé, John McAfee, ou Je crois qu'avant, ça se voyait moins, quoi. peut-être. À la fin, il était quand même très, très, très perturbé. Et très, très perturbant. Alors, vrai ou faux? Je vais tenter un move, je vais dire que c'est faux. Ok. Moi, je vais dire que c'est vrai et que je suis Ah. sûr que c'est vrai. Et t'es sûr que c'est Et vrai? ben moi, je vais contrer, là. Contre. Ouais, Ok, donc faux pour Clément, vrai pour Johan, je pense avec que, je pense certitude. que le contexte est vrai, mais je mangerai ma chaussure, je pense que c'est pas ça qu'il a dit. Justement, je crois que c'est ça. Je mange sur ma chaussure me parle, c'est pour ça. Eh ben, réponse tout de suite. C'était vrai. Ah, fuck. C'était vrai. Déclaré pendant l'affaire Apple versus FBI, McAfee a ensuite admis avoir menti pour obtenir, selon ses propres mots, un max d'attention médiatique. Il n'a jamais mangé sa chaussure, évidemment. Dommage. Donc là, c'est Et là, 4 points pour moi. la remontada, effectivement, ça commence à faire pas mal. Donc, on est à 23 pour toi, Johan, et à 16 pour Clément. Ah, Mais tout peut encore se jouer, oui, oui, Clément. oui. Tu peux encore Ouais, faire des, Oui, il y des a que 7 strikes. points. 13e citation de Linus Torvalds, le créateur de Linux, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui Ouais. a dit en 2014 « Le cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et personnellement, je ne fais confiance à l'ordinateur de personne d'autre que le mien. C'est vrai, je suis sûr. Oh, je dirais que c'est faux. Parce que j'ai. Cette phrase, elle est connue, le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, mais je crois pas qu'elle vienne de Torvalds. » Ok. Moi, Donc, je dois faire des points, donc... Non, mais c'est pour Donc, ça, je joue, tu vois. Donc vrai pour toi, Clément, c'est bien Ouais. ça? Ok, très bien. on est sûr que c'est vrai, hein, parce que comme ça, on fait plus 3. Hein. T'es sûr que c'est vrai? Ok, Ouais, sinon, c'est perdu. bah c'est faux. Voilà, bah, c'est perdu. Il m'en Et reste comme deux, tu oh, disais, c'est foutu. et comme tu disais, Johan, ouais, effectivement, le cloud, c'est juste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est bien un mème célèbre du monde de la tech et souvent attribué à tort à diverses personnalités. Donc il y a même pas la source, tu vois, de la phrase. Et donc Pour moi, c'est Torvalds ne l'a surtout jamais des dit. t-shirts, quoi. Source internet. Source internet. Et du coup, un point Clément, 15 points. Et du coup, un point de plus pour Johan, qui nous mène à 24. Avant-dernière citation de Geoffrey Hinton, parrain de l'IA, entre guillemets, prix Turing 2018 et prix Nobel de physique en 2024. Donc c'est quelqu'un qui bosse plutôt bien, qui Qui a a un dit bon en cerveau. mai 2023 « Une partie de moi regrette l'œuvre de toute une vie. Je me console en me disant que si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Je dis que c'est faux. Je dis que c'est vrai et que je suis sûr que c'est vrai. » Ok. Eh ben c'est vrai. Allez, 3 points. Déclaré au New York Times le jour de sa démission de Google. Ah oui, effectivement, il faisait partie de Google. Ah, Eh oui, ok, c'est lui, d'accord, ok. Pour pouvoir alerter librement sur les dangers de l'IA. Et plus 3 points pour Clément. qui Ouais, mène du coup, à- j'ai que 50 points de retard, ça va. Voilà, à 18 contre 24. Effectivement, la Sand Joker, ça va être complicado. Eh oui. Pour Je la... compte pas dire que je suis sûr, je te le dis direct. On va Pour te la- pas des temps. Allez, on fait la dernière, on baille ça. La dernière. Bruce Schneier, cryptographe et expert en cybersécurité, en 2016, a dit « Dans un monde où tout est connecté, le vrai luxe sera d'être totalement déconnecté. C'est son genre de dire ça. Oui, ça peut être son genre, allez. Moi, je suis sûr, parce que comme ça, je refais 3 points. Bah vas-y, je suis sûr aussi. » Vous êtes sûrs tous les deux que c'est vrai? T'es vraiment nul. C'est faux. Voilà. Voilà. Donc Schneier a beaucoup écrit effectivement sur les dangers de l'Internet des objets, notamment dans le livre Click Here to Kill Everybody, mais dans un style analytique, pas sous forme d'aphorisme. Et voilà. Et donc Eh ben, c'est la défaite. le grand gagnant, encore une fois, eh ben, Johan, Il va faire tomber de son piédestal parce qu'il va être insupportable à partir de l'épisode 3. Moi, je te Ah mais l'annonce. alors là, ça y est, pour moi, c'est une tradition. Ça y est. Ma victoire est considérée maintenant comme une tradition. Je ne compte pas organiser un seul jeu dans ce Flo, podcast. Je je t'en- préfère prévenir. Je t'enverrai les anti-sèches. Bah voilà, en tout cas, est-ce que ça vous a plu déjà? Très drôle. Ouais. Des grands moments de solitude sur cette citation, quand même, en mode. Je sais pas. On Bon, en tout retiendra cas, quand même que les CEO sont très mégalos. En tout cas, merci à vous, messieurs, Merci à toi. pour avoir joué le jeu. Merci d'avoir organisé ça. Si j'ai perdu. C'est pas Non, grave, c'est pas grave. Non, mais il faut que je digère.
Pour la prochaine fois, tu m'envoies les anti-sèches pour de vrai, cette fois, et puis là, on le pend haut et court. La prochaine fois. Non. En tout cas, merci à vous déjà d'avoir participé à ce jeu. Merci à vous aussi pour les revues d'actu et de m'avoir accompagné durant tout cet épisode. Et surtout, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode de Backslash. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes les plateformes, notamment laisser des étoiles, 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, commentez là où c'est possible. On lit tout ce qui peut y avoir sur les réseaux, justement, pour avoir vos retours, c'est hyper important. Et puis voilà, hein, j'ai fait à peu près ma tambouille pour la pub interne. Donc Oui. là-dessus, on va se quitter là-dessus. Mais d'abord, restez curieux, restez prudents et surtout, n'oubliez pas de changer vos mots de passe. Et salut à tous, à la prochaine. Salut. Salut.